Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Presse sur Canal 2 International. Canal 2 Info, Suite FM et sur le www.canal2international.net. C'est le débat dominical. 5 invités pendant 90 minutes pour décrypter, informer et faire comprendre l'information et particulièrement les sujets développés et traités par la presse cette semaine. C'est Canal Presse qui gardera un œil sur ce dernier voyage Nelson Mandela qui se tient depuis ce matin à Kounou. Un œil également sur la situation à Bangui en République centrafricaine avec ce pont aérien décidé cette fin de semaine par le président Paul Biya pour faire revenir au pays ces Camerounais qui étaient pratiquement prisonniers du bruit ou des bruits des balles et de bottes du côté de Bangui. On n'aura pas le service menu ce dimanche, mais directement on va accueillir ceux-là qui vont nous accompagner pendant ces 90 minutes. Noé Djebet Massoussi, vous êtes journaliste, vous travaillez également pour Cameroun Horizon et vous avez repris avec Panapresse. Noé, bonjour et bienvenue. Bonjour Jacques et bonjour à tous les téléspectateurs du canal. Et on va commencer justement par ce pont aérien. Le président Paul Biya a décidé de rapatrier des Camerounais de Bangui. Il était temps? Oui, il était grand temps. On se demandait même pourquoi avoir tant attendu. Peut-être qu'il fallait mesurer davantage la gravité des problèmes à Bangui. Mais je pense qu'à partir de la deuxième attaque à l'Est, il fallait que la haute autorité de l'État fut un geste qui symbolise le mécontentement d'abord et puis le secours aux compatriotes qui étaient presque en villégiature déjà à Bangui, parce que pour y avoir été, quand Bangui est en effervescence, ce n'est pas facile pour les étrangers d'y être. Ça, c'est je vous le rassure. Et je pense que c'est bienvenu, c'est un acte comme on en veut souvent. Et je pense que tout le monde pourra être... C'est un acte à saluer. Et le gouverneur de la région de Littoral a parlé d'un pont Biya pour lui donner la paternité de cette initiative entièrement. Je ne sais pas si le président de la République aurait pu s'appeler Betty Assomo, qu'il n'aurait pas fait ça. Et en ce temps-là, aurait-on dit que c'est le pont Betty Assomo? Non, je pense que c'est ça qui fait mal au Cameroun, c'est-à-dire le fait de vouloir toujours coller, n'est-ce pas, ce culte de personnalité à tout bout des champs, ça commence à désespérer et ça commence à mal faire. Donc je pense qu'il faut laisser cet acte dans sa position, c'est-à-dire la position d'un chef d'État qui se soucie de ses compatriotes par rapport à une situation désastreuse qu'ils vivent quelque part. Donc je ne m'accommoderai pas à de telles appellations. C'est l'appellation. Voilà, on reçoit également le professeur Manasseh Aboya Endong, politologue. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques et bonjour l'Afrique à travers Canal Presse. Et justement, derrière cet acte du chef de l'État, la priorité a été accordée aux femmes, enfants et aux Camerounais musulmans du côté de Bangui. Est-ce que la crise centrafricaine est en train de prendre une connotation de guerre religieuse? On est quasiment dans une sorte de guerre religieuse. Les affrontements entre musulmans et chrétiens battent leur plein à Bangui. Et c'est une situation, à mon avis, qui dure. On aurait pu prévenir pour le compte de nos compatriotes ces incidents parce que je crois que le pôle de Bangui peut se mesurer à partir de Yaoundé. Le Cameroun a été le premier pays à subir les contre-coups de la situation à Bangui à travers le flux des réfugiés qui cognaient aux portes du Cameroun depuis l'est du Cameroun, avec de multiples affrontements avec ces éléments de la Séléka en débandade qui commettaient déjà des exactions hors de Bangui. Je crois que c'est une situation que nous n'avons pas pu anticiper alors que nous étions largement plus informés que la France qui nous avait la vedette alors que manifestement le Cameroun y a envoyé des éléments longtemps avant la France. Le Cameroun connaissait en temps réel ce qui se passait à Bangui et pouvait effectivement préserver les Camerounais de ces affrontements entre les musulmans et les chrétiens. Est-ce que ça ne complique pas davantage la tâche des soldats déployés sur le terrain, notamment les soldats français? On savait qu'il y avait la Séléka, il y avait les anti-Balaka, maintenant c'est plutôt une affaire religieuse. Est-ce que l'intervention n'est pas davantage compliquée? Elle est d'autant plus compliquée que là,
les forces internationales ont affaire à des guérillas urbaines qui n'ont pas des tenues appropriées permettant de les identifier. Ils jouent à longueur de journée en dissimulant les traces de Kalachnikov ou alors des armes automatiques qui sont sur eux. Vous ne pouvez pas savoir que celui-là est un militant. Donc, ce genre de guérilla est difficile à contrôler, à contrecarrer, parce qu'elle se fond dans la foule, elle est furtive, elle a des moyens précis pour déstabiliser. Donc, je crois que les troupes françaises sont habituées à des guerres conventionnelles. Ils ne sont pas habitués à des guerres non conventionnelles, puisant dans les ressorts religieux, dans des étiquetages que seuls les Africains peuvent pouvoir encadrer, structurer et comprendre les ressorts de la contre-offensive. Donc, c'est toute une confusion générale à Bangui au point où, finalement, entre Bantou, on ne peut pas savoir qui est centrafricain, qui est camerounais, on ne peut pas savoir qui est tchadien, qui est soudanais ou alors qui est musulman. Mais on englobe ça dans la dénomination ex-Seleka. À mon avis, c'est plus compliqué que ça. On reçoit également un autre universitaire, le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour cette invitation, Jean-Jacques Zé, et bonjour à vos téléspectateurs. Est-ce que la situation ne se complique pas davantage en RCA? Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé cette situation? François Hollande disait que l'intervention allait être rapide. 2 Français ont déjà été tués officiellement. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers un enlisement? Oui, il s'agit d'un embrasement total. Et les responsabilités sont partagées parce que géopolitiquement et géostratégiquement, la République centrafricaine a pratiquement tous ses voisins en guerre. Ils ont une frontière avec le Soudan. Il est clair que sur le jeu actuel de l'espace politique disputé en Centrafrique, personne ne peut nier qu'il y a des Ougandais qui sont à côté. Le Soudan également, le Tchad et la RDC qui a une frontière à partir de la zone de Zongo avec cette république voisine. Donc c'est la confusion. Maintenant, si nous arrivons à une telle situation, Jean-Jacques Zé, il faut aussi pouvoir l'expliquer. Il y a eu un laxisme et sur le terrain, il y a 4 types d'acteurs qui s'affrontent. D'abord, au-delà du premier acteur que nous avons aussi évoqué, les voisins, la périphérie qui ont vu de la République centrafricaine un champ à conquérir, il y a la France elle-même. N'oubliez pas que vous avez les anti-français qui se posent la question, depuis l'opération Barracuda qui fit tomber Bokassa, de savoir pourquoi la France n'est pas intervenue très tôt lorsque le président Bozizé a été attaqué. Rappelez-vous, l'Élysée a annoncé qu'il ne se mêlait pas des problèmes internes des États et maintenant ils sont là. Le troisième type d'acteurs, ce sont les pro-Bozizé qui n'entendent pas se laisser faire parce qu'on les a sous-estimés et sur le terrain, ils sont effectivement là pour vouloir reconquérir leur pouvoir parce que n'oubliez pas que M. Bozizé tient à revenir et il a dit. Et puis, quatrième acteur, et qui explique ce conflit qui peut avoir un embrasement d'abord avec des conséquences collatérales sur le Cameroun, comme on le voit déjà à l'Est, eh bien, on peut reconnaître qu'il y a les pros d'Otodia et avec leurs alliés, hein, plus cette guerre religieuse qui s'instaure, nous pouvons effectivement craindre que l'Afrique centrale, à travers ce conflit qu'on a longtemps banalisé, soit complètement déstabilisée. Ça aussi, ce n'est pas à exclure. C'est pourquoi je pense qu'on a écouté le ministre de la Défense du Cameroun qui, heureusement, a pris de très grandes dispositions sur haute instruction du président de la République. Et maintenant, moi, je pense que les Camerounais doivent prendre ça très au sérieux pour qu'il n'y ait pas de conséquences collatérales à l'intérieur du territoire camerounais. Merci beaucoup, Pascal Messanga Nyamding. On reçoit un psychosociologue, Maurice Somo, enseignant également. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques. Et la situation de Michel Djotodia dans tout cela, on l'a entendu dire qu'il est prêt à entamer des négociations avec quelques familles religieuses. Est-ce que son pouvoir finalement est menacé? Je crois qu'il y a un seul concept pour qualifier la situation de notre ami Djotodia, c'est il est dans l'inconfort le plus total. En fait, l'inconfort de Djotodia vient d'abord de son accès, comment il accède à ce pouvoir. Et généralement, l'expérience de mémoire, on sait très bien que quand vous accédez au pouvoir par des armes, en général, il y a un premier combat qu'il faut mener, c'est celui d'imposer légalement son autorité. Ça, il y a ce premier combat
qu'il a menées. Mais il y a que si certains ont bénéficié généralement dans ces circonstances du soutien de la communauté internationale. On ne sent pas beaucoup ce soutien-là. On n'a pas l'impression que celui-là soit particulièrement soutenu. C'est vrai que c'est un conflit, comme disaient les premiers intervenants, assez compliqué parce que tout porte à croire que la République sœur du Tchad a joué un rôle fondamental dans la venue de ce monsieur. Bon, en plus de cela, il faut dire maintenant par rivalité interposée, est-ce que les autres pays africains ne pensent pas qu'en réalité, voici Idriss Déby Itno qui voudra s'imposer comme le faiseur de roi dans la zone Afrique, et pour cela, donc, il faudra lui démontrer le contraire en faisant tomber son protégé. Il y a donc un certain nombre de paramètres qui rentrent en ligne de compte, ajouté au fait que le contexte dans lequel il arrive au pouvoir est celui du Mali voisin, où il y a également des répercussions avec les conflits religieux qu'on connaît. Bref, l'inconfort, c'est le plus total, hein, c'est le concept qu'il faut utiliser pour signifier la situation de Dr Dia. En fait, maintenant, il faut s'accrocher à tout, même au dialogue. Alors, il annonce un dialogue, il annonce même que la période transitoire ne va pas durer. On va l'écourter un peu. Oui. Ça n'a pas changé grand-chose, en tout cas, cette déclaration. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est aux abois. Ça, il faut le dire clairement. Il ne s'attendait pas à cette tournure des événements. Il vient, il prend le pouvoir par la force. Il est sûr qu'il va y mettre la paix parce qu'il a la Séléka, qu'il croit toute puissante. Hein. Le professeur a expliqué tout à l'heure que la Séléka était c'était une association composite de personnes d'horizons divers. En fait, ça, il ne savait pas. Il était sûr de cette autorité des armes qu'il ne peut finalement pas avoir. Bon, maintenant, il est au désarroi. Il cherche une légitimité sur le plan international qu'il ne peut pas non plus avoir en raison des intérêts par-ci et par-là. Ça m'étonnerait qu'il tienne longtemps dans cette situation, dans tous les cas. Dans tous les cas, on attend de voir. Justement, par rapport à cette attente-là, on reçoit également sur le plateau de cette édition Richard Coco, écrivain, homme politique également. Richard, vous prendrez votre micro. Bonjour et bienvenue. Merci Jean-Jacques de cette invitation et merci à tous ceux qui nous regardent ce dimanche. Alors, pour boucler ce tour sur la République centrafricaine, lu sur Internet, quelques photos sont proposées, des personnes pratiquement égorgées et un petit message, tant que la France sera là, il y aura toujours des actes de cette nature. Est-ce que la France, finalement, n'est pas un problème de plus en RCA? Écoutez, la France ne serait pas intervenue en RCA qu'on aurait dit, on n'aurait pas compris pourquoi elle n'intervient pas. Elle a été, c'est un pays qui a l'habitude de se projeter sur un certain nombre de zones où il y a des problèmes. Le plus récent étant le Mali. La zone Afrique centrale avec un pays comme la RCA qui est un pays qui a fait partie de l'Afrique de la zone d'influence de la France en Afrique pendant très longtemps. On ne comprendrait pas que lorsqu'il y a un problème comme celui-là, qu'elle n'use pas de sa force pour essayer de ramener la paix dans la région. Donc je pense que la France est-elle un problème? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis partisan de l'intervention française en Centrafrique, d'autant plus que ça fait quand même bientôt 1 an que ça dure, que cette situation dure, et que les voisins ont fait montre d'une certaine absence. On ne peut pas dire que nous ayons véritablement cherché à trouver une solution pour le problème centrafricain, auquel cas je pense que la France ne serait peut-être pas venue si les Africains avaient eux-mêmes essayé de trouver une solution pour mettre un terme à cela. Nous n'avons rien fait, les Français sont venus. Je pense que depuis que les Français sont là, on a le sentiment que même si on n'a pas on ne voit pas le mieux tout de suite, on a quand même le sentiment que les choses vont aller en s'améliorant. Déjà, au niveau de la confiance auprès des Centrafricains, qui était complètement catastrophée, on sent qu'il y a la confiance qui est en train de revenir. Ça va prendre du temps. Moi, je ne pense pas comme certains l'ont dit que ce serait une affaire de 4 mois. Ça va prendre beaucoup de temps. Parce que la Centrafrique, c'est un très vaste territoire. Les problèmes sont très profonds. Vaste et complexe. Exactement. Merci beaucoup. Merci Richard Coco. Peut-être un ou deux, en 30 secondes, vraiment pour ça. Ce qu'il a dit Richard Coco, personne n'est contre l'arrivée de la France. Mais la question centrale est de savoir pourquoi elle n'est pas intervenue plus tôt. Absolument.
Tout simplement parce que le sentiment que certains ont, les belligérants sur le terrain, du moins ceux qui sont hostiles à la France, ils pensent que la France a entretenu la sortie de Bozizé. C'est pourquoi, comme il a dit d'ailleurs mon collègue, c'est un conflit complexe. Personne n'est contre ce que la France a fait au Mali, même si on sait que c'est la France qui a mis à côté de Kadhafi. Et elle joue le rôle de pompier et pyromane. Mais on s'est dit pourquoi elle n'est pas intervenue plus tôt. Très bien, très bien. Autant de questions. On reviendra sur la question de la RCA, sur un plateau spécialement consacré. Deux sujets majeurs sont au cœur de cette édition. Le premier est relatif à ce conseil de discipline ouvert dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le second, ce sera d'essayer d'évaluer l'héritage de Nelson Mandela. On va tous se rafraîchir la mémoire avec ce qui a été dit et fait dans la presse cette semaine. C'est l'instant de la revue de presse de Harley Desbois. Et reparlons du sommet de Paris sur la paix et la sécurité en Afrique avec Cameroun Tribune. Le chef de l'État camerounais, selon le quotidien national bilingue, se félicite de la détermination de la communauté internationale à agir aux côtés des pays africains en réaction aux différentes crises. Pour Aurore Plus, la France infantilise les pays africains à travers ce sommet. Selon le journal de Michel Michaud-Moussala, des observateurs ont voué ces assises à l'échec. La diaspora africaine, quant à elle, y voit un sommet de la honte. Le rendez-vous de Paris s'est donc achevé comme la session parlementaire au pays, avec l'adoption du budget 2014 sous fond de tensions des députés du SIF. Le groupe parlementaire de ce parti d'immutation conteste le caractère bâclé du rapport de la Commission des finances. Le parti en même temps s'étonne de ce que l'enveloppe allouée au Sénat n'ait pas été défendue. D'où la pompe de discorde donc entre les deux chambres du Parlement. Le Messager parle d'une guerre ouverte entre sénateurs et députés. Le Jour parle du clash. Le même mot revient à la une de Le Populi avec la caricature des deux présidents. Le premier réclamant son budget au nom du chef de l'État. Le second demandant explication toujours au nom du chef de l'État. Le deuxième, c'est justement le président de la Chambre basse, Kava Yege Djibril, en exclusivité à Prospective Nouvelle. Le natif de Tokombere parle de Paul Biya, de sa réélection à l'Assemblée nationale, de la presse, de sa longue expérience parlementaire, de l'opposition, des femmes de l'Assemblée et de l'avenir politique et social du Cameroun. Le journal rend également un hommage à Nelson Mandela et Jean-Baptiste Biaye le dit si bien dans son éditorial que Nelson Mandela n'est pas mort, il dort. Cameroun Tribune, lui, revisite les moments d'une relation discrète mais profonde entre le Cameroun et cette icône de la lutte anti-apartheid. Relation peu ronflante, mais ô combien singulière ou profonde, et des newspapers, un journal anglophone, dit au revoir à Nelson Mandela en français, mais croit que la légende reste vivante. Pour Aman Mana, dans son édito en première de couverture, les mots semblent si légers lorsqu'on veut évoquer l'immense personnage qui vient de s'éteindre, mais pour les générations futures, il faudra bien expliquer pourquoi Nelson Mandela fut un homme si exceptionnel. Le quotidien bleu de chercher donc à savoir où est passé notre président de la République. Le chef de l'État n'a pas fait signe de vie depuis la fin du sommet de Paris. Son absence était perceptible aux obsèques de Mandela à Soweto. Il a osé, s'exclame Mutation, alors que toute la planète entière s'est pressée en Afrique du Sud. Des mutations, on apprend que les expatriés sont interdits de visite au CED. Là-bas, les avocats sont invités à se munir d'un permis de communiquer. L'avocat allemand défendant les intérêts de Yves-Michel Fotso est la première victime de la décision des responsables de la prison secondaire de Yaoundé, prison où se trouve Marafa Amidou Yaya, l'ex-ministre de l'administration territoriale et la décentralisation, dit le Messager, a été escorté à l'hôpital de la Caisse cette semaine. C'était le 12 décembre, très exactement. Entre-temps, l'étau se resserre autour de Dayas Mounoumé. Selon Repère, l'ancien directeur général du port autonome de Douala est interdit de sortie du Cameroun. D'ailleurs, il n'est pas seul dans cette interdiction. Si l'on s'en tient seulement à la une de la météo, des ministres sont également interdits de sortie du pays. Paul Biya, selon le journal de Dieudonné Mvang, aurait instruit le retrait des passeports à certains. Émergence dit d'ailleurs que même les plus proches du président de la République passeront à la guillotine. Paul Biya est en colère et s'apprête à sévir. D'ailleurs,
1005 dossiers sont en instruction au contrôle supérieur de l'État, où le ministre a rendu public la note synthèse de ses activités pour l'exercice 2013. Parmi les affaires en cours de traitement, 952 portent l'utilisation à problème du budget des investissements publics. Dans le public justement, que cachent les incendies dans les ministères? Le jour s'interroge sur ces enquêtes ouvertes après chaque incendie devenu récurrent, mais qui n'ont jamais livré leurs résultats. Peut-être bientôt les premiers résultats de la commission de discipline du RDPC, ou la nouvelle expression Jean Kuet est presque des sanctions exemplaires. Il y a des limites à ne pas franchir, dit le secrétaire général du comité central du RDPC. Du même quotidien, le président de la République se rendra à Buea avant le 20 décembre, selon des informations encore non officielles. Information non encore officielle, c'est cette grève annoncée dans l'enseignement primaire. Les enseignants, selon le soir, réclament 129 millions de francs CFA, représentant les arriérés de vacations. Ils menacent de ne présenter aucun élève au concours d'entrée en 6e ainsi qu'au CEP. Une information maintenant officielle est que le Cameroun est dans la poule du Brésil, Croatie et Mexique en Coupe du Monde 2014. Mais Roger Mila pense que Volker Finke n'est pas à la hauteur de ce genre de compétition, surtout avec ce genre d'équipe. Au journal Hebdo, le footballeur africain du siècle propose des solutions pour une meilleure participation du Cameroun à la Coupe du Monde Brésil 2014. À dimanche, s'il plaît à Dieu. À dimanche prochain, Arlé Debo en DB, la colère du président Paul Biya. On l'a entendu dans la revue de presse et beaucoup alignent le conseil de discipline du RDPC, au sein du RDPC, derrière cette colère du chef de l'État. Noé Djebet Massoussi, ce conseil de discipline qui est convoqué pour vous, vous attendez quelque chose de concret? Je voudrais d'abord peut-être qu'on s'attarde sur des concepts. Est-ce un conseil de discipline ou une commission de discipline ad hoc? Commission de discipline ad hoc. Alors, voilà, parce que là, ça change tout. Une commission de discipline ad hoc, en principe, n'aurait pas existé si le RDPC avait fonctionné normalement comme un parti. Puisque dans les organes de discipline du parti est bien inscrite la commission de discipline. Puisque ça ne fonctionne pas, et puisque le RDPC ne fonctionne même pas, voilà pourquoi des événements qui le surprennent, on est obligé de prendre les raccourcis pour effectivement aller vers ce qui aurait pu être fait si ça fonctionnait normalement. Et là, ça pose un problème. J'espère que les membres du RDPC qui sont ici vont nous clarifier de la procédure. C'est que les juristes appellent la saisine. Maintenant que la commission est mise, ad hoc est mise sur pied, qui saisit cette commission? Parce que dans les textes du RDPC, la saisine est claire. Chaque bureau d'organes de base constitue en son sein un bureau de discipline. Lorsqu'un membre militant, par exemple de la cellule, est jugé coupable de faute de discipline, il est traduit à cette instance. Cette instance se réunit, instruit le dossier et donne ses conclusions au bureau qui statue. Et puis, si la décision ne plaît pas au membre, le membre fait recours à l'organe supérieur. Voilà comment les textes du RDPC ont prévu. Maintenant que c'est abandonné depuis belle lurette, tout ce qui est arrivé ces derniers temps, je vous le signale, ce n'est que parce qu'il y a eu des brisbis aux élections municipales et législatives. Or, quelques mois plus tôt, aux élections sénatoriales, le même scénario s'était produit. Et il ne faut pas que les Camerounais se perdent de vue. Les commissions de discipline ad hoc ne sont pas nées d'aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être plus de 2007, avec l'affaire Adama Modi. Vous ne vous souvenez pas peut-être de 1992, avec l'affaire Wandantete, qui, lorsque son beau-frère était revenu de France, lui-même militant du RDPC, avait décidé de compétir sous les couleurs d'un autre parti. Il avait abandonné la section de la Sanaga Martim
pour rallier son beau-frère et ça a posé des problèmes. On aura le temps peut-être de revenir sur ces cas du passé qu'on a peut-être effacés malheureusement. Mais pour répondre à la question, je n'attends rien de cette commission. Rien. Vous avez essayé d'indiquer justement que le RDPC a commencé par la fin de la procédure. Est-ce que ce n'est pas le sentiment, votre sentiment également, Manasseh Boya? Est-ce qu'on n'a pas commencé par le sommet? Au niveau du conseil de discipline? Au niveau du conseil, oui. La commission de discipline. Non, je pense que ce qui est en train de se préparer au sein du RDPC était prévisible parce que les délégations qui ont conduit les campagnes sur le terrain n'ont jamais été aussi contestées. Le clientélisme au sein du RDPC n'a jamais été aussi contesté par les membres même du parti. Et c'est ce qui fait problème. Le choix des investitures au lieu des primaires n'a pas fait l'unanimité au sein du parti. Il va de soi que ce qu'on observe au sein du RDPC ait pu conduire à ce conseil de discipline. Le RDPC a eu sur le terrain l'effet inverse, ce qui justifiait la méthode choisie pour absolument, les parce candidats. que quand on a constitué les fameuses commissions, caractérisées par un clientélisme arrogant, où on trouvait quelqu'un avec ses beaux-fils, avec ses frères, son épouse, mais tout le monde a crié au scandale. Et les uns et les autres ont rassuré le sommet que ce sont les résultats qui vont conforter la pertinence de ces commissions. Or, il y a eu des désagréments un peu partout, il y a eu des bras de fer, justement, avec ces différentes commissions qui, pour certains, logeaient chez les candidats quand ils allaient sur le terrain. Donc, ça créait une cacophonie extraordinaire. À mon sens, il fallait remettre les pendules à l'heure, pas pour juger ceux qui ont envoyé un signal fort, pour dire au sommet que, attention, ce que vous envoyez à la base n'ont pas forcément la légitimité pour éteindre le feu, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas observé. Quand le désordre s'est observé à la base, mais après les élections, on a envoyé des commissions pour aller apaiser, pour aller rassurer. Mais curieusement, ce sont les mêmes pyromanes qu'on a envoyés éteindre le feu. Mais on ne peut pas envoyer celui qui a mis le feu de venir apaiser. Mais maintenant, on se retrouve au niveau du conseil de discipline. Donc il y a une gymnastique un peu... Finalement, on ne sait pas qui sera... un peu complexe. On ne sait pas qui va juger. On ne sait pas si on n'aura pas des juges et partis. On ne sait pas s'il n'y aura pas une commission simplement pour régler les comptes de ceux qui ont osé défier les envoyés du comité central à la base. Alors, les membres de la commission disent n'avoir pas encore reçu des dossiers précis. Quelques noms circulent cependant et quelques appréhensions également, Messanga Nyamding. Finalement, ça va être le procès, entre guillemets, de qui cette commission ou ce conseil de discipline. Le secrétaire général a dit à l'installation qu'il y a eu beaucoup de frustrés à la base. Mais les noms qui circulent, on a l'impression que l'aspect règlement de compte risque de rejaillir. Vous n'avez pas tort, Jean-Jacques Zé. Et vous voyez que depuis la création du RDPC, le 24 mars 1985, le RDPC n'est jamais descendu aussi bas dans la violation des instructions du président national. Vous savez, lorsque vous êtes dans un parti comme moi, où vous avez été secrétaire de cellule, président de comité de base, patron de sous-section, chargé des missions, et vous comprenez quand même qu'il y a un problème dans la maison. Il y a le feu dans le RDPC du fait de certaines personnes qui occupent des postes de pouvoir, des postes de décision, et qui confondent le désordre qu'ils ont amené au gouvernement et ils ont transféré ce désordre dans le parti. En réalité, Jean-Jacques Zé, quand vous posez cette question, moi nous qui sommes des vieux militants, nous qui croyons au président de la République, au RDPC, nous sommes malheureux. Malheureux pour deux raisons, et je vais terminer là-dessus. D'abord parce que de tout temps, il y a eu du désordre dans le parti. Souvenez-vous de la posture du secrétaire politique François Sengakwa. J'ai encore en mémoire ces réunions. À l'époque, il était secrétaire politique. Il tenait des réunions dans son domicile à la rue Javel à Paris, où il demandait à certains militants de partir et de quitter le parti. Et à la fin, il est parti. Certains l'ont suivi. Et dans l'appareil politique, on a vu une espèce d'instrumentalisation pour que le RDPC disparaisse. Pour preuve, souvenez-vous, Jean-Jacques Zé, en 90, 92, quand il y a eu le pluralisme politique, tous les rats ont quitté le navire. J'ai dit tous les rats. Vous avez le score du président de la République qui était de 39% à l'élection présidentielle.
Aux élections du 1er mars 1992, le RDPC avait une majorité relative de 88%. Nous étions là. Nous avions à peine 20 ans. Le deuxième point qui est choquant, c'est que, et malheureux, l'instruction du président national est bafouée par des ministres, certains ministres, je dis bien, certains, par beaucoup de membres du secrétariat général du comité central. Un secrétariat où, si vous passez ce secrétariat au pays franc, vous verrez que ceux qui étaient avec Senghor, certains y sont, ceux qui étaient avec le ministre Douba et qui ont froissé et créé ce que le chef de l'État a appelé à un moment donné les états-majors. Ils sont là. Et ceux qui ont tenté de mettre les bâtons dans le roue au ministre Sadi sont là. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui veulent que le ministre Nkwete échoue. Et je chute en vous disant simplement que pour nous, cette circulaire est bienvenue. Parce que, d'abord, c'est la commission de discipline, il faut le préciser. Ces gens ont envoyé des noms au chef de l'État, croyant que le chef de l'État va exclure. Vous vous rappelez Jean-Jacques Zé au Congrès, lorsque le président a dit que certains vont rendre gorge. Certains ont applaudi. Où ils sont aujourd'hui? En prison. Et je chute donc en attirant votre attention que cette commission est bienvenue pour une seule raison, parce que la démocratie a des principes, Jean-Jacques Zé. Et ces principes sont encadrés par des normes, sous le contrôle de mon collègue professeur. Parce qu'il faut qu'on explique quand même cela. Et ces normes, il y a les lois dans un État, il y a des ordonnances, il y a des décisions, il y a les circulaires. Le chef de l'État a mis une circulaire à la disposition de certains imposteurs qui n'ont qu'une seule ambition, attendre que le président Paul Biya parte. On a compris. Et je chute on a compris. Ça fait plusieurs gens, qui aujourd'hui ont fait 3 chutes. Non, permettez-moi. Avec honneur, je vous promets. Voilà. La réalité est qu'aujourd'hui, vous verrez bien que cette circulaire concerne tous ceux qui ont violé l'instruction du président national. Alors, Maurice Omo, vous êtes psychosociologue, vous observez beaucoup cette situation au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous avez tout entendu, tout vu pendant ces élections. La convocation de cette commission de discipline, elle est opportune? Je ne sais pas si elle est opportune, c'est au RDPC d'en juger. Je voudrais, de prime abord, tenir mon propos en commençant par là où le professeur Messanga a fini, par un concept qui apparemment lui est cher lui est très cher, les instructions du président de la République, les instructions du chef de l'État. Et la question qu'on se pose, nous sommes dans un État ou dans un parti Très bien, politique. Du président national du RDPC, on a compris. D'accord. Dans tous les cas, c'est très important ce que je dis. C'est très important ce que je dis parce que pour suivre mon idée, en fait, la fiabilité d'une organisation se reconnaît, n'est-ce pas, à sa capacité d'autorégulation. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des dysfonctionnements au sein d'une organisation, ces dysfonctionnements, il doit y avoir des mécanismes pour procéder à la réparation de ces dysfonctionnements. Tout à fait. Si actuellement, le RDPC a entamé donc des réparations ou, si vous voulez, des aménagements ou veut régler en interne le problème d'indiscipline en son sein, cela voudrait donc dire que ce parti, en fait, est bien structuré et que de ce point de vue, il est solide. Ça, c'est au plan global. Maintenant, au plan interne, c'est-à-dire qu'au plan endogène, se pose donc la question de fond, celle que vous posez, si en réalité c'était opportun, c'est-à-dire que cette convocation est opportune. Ce n'est pas, là, le problème n'est plus seulement une question des membres du RDPC, cette question interpelle tout observateur, n'est-ce pas, de la scène politique. Et pour moi, on l'a dit à profusion, il n'y a pas le pari, n'est-ce pas, il n'y a pas un pari à croire que ceux qui vont arranger ce problème seront suffisamment équitables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pari d'équité qui pourra être respecté dans ce sens, compte tenu des antécédents, hein, c'est-à-dire que des prémices qui entourent cette aventure. En réalité, lorsqu'on a suivi de près l'histoire justement de ces investitures, lorsqu'on suit l'histoire du RDPC en général, on se rend compte qu'en réalité,
c'est un gros serpent de mer avec des conflits sous cap et des accrochages de tout genre pour lesquels on attend depuis longtemps qu'un tribunal de ce genre pour que de façon automatique ça veut dire que vous, personnellement, vous attendez des résultats de ce tribunal? Des résultats de ce tribunal, il y en aura. Dans tous les cas, il y aura un résultat. Mais quel résultat? C'est ça le problème. Le résultat, à la fin, c'est que ceux qui viendront, ceux qui seront des juges dans ce tribunal, on ne peut pas parier de leur impartialité. Parce qu'en réalité, il y a quand même des noms qui sont là et qui ont été longtemps cités dans la presse. Il y a ça. Bon, il y a d'abord ce problème. Donc, il y a deux possibilités qu'on ait ici, là, des collisions où des juges seront en même temps des partis. Il n'est pas exclu, par exemple, que votre voisin de gauche, qui lui, en réalité, enfin, sauf si je ne lis pas dans la boule de cristal, mais apparemment, il semble qu'il est parmi... il est indexable. Indexable, je dis bien indexable, il n'est pas encore indexé. Il est indexable. Bon, alors... il a raconté... il y a beaucoup de soupçons. Bon, voilà, il y a tellement de soupçons autour de sa personne qu'il n'est pas exclu en réalité qu'il se trouve parti. Mais on l'attendait plutôt comme juge, quelque part. Parce qu'apparemment, il est tantôt partisan dans des affaires que vous connaissez. Vous savez comment il est venu dans ce studio. En tout cas, il reviendra. Il y a d'autres choses. Donc, en réalité, moi, je sais qu'il y aura des résultats. Mais est-ce que ces résultats ne risquent pas davantage de plomber l'ORPC? On n'a pas une nomenclature exacte des fautes, on n'a pas accès au dossier puisqu'on nous interrogeait justement sur qui est le plaignant dans le cadre de cette affaire. Mais en lisant l'éditorial de Christophe Mienzok dans le journal L'Action, il parle de ces militants qui portent plainte à leur parti, de ces dessus qui ont fini par battre campagne contre leur propre parti ou de ceux qui partisent avec l'adversaire et militent contre les décisions du parti. Richard Coco, voilà un peu un aperçu de ceux qui pouvaient... Ceux qui ont violé la sécurité. On arrivera à cela. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut déjà avoir une idée de ceux qui pourront passer devant ce conseil? Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas exactement quelles sont les personnes qui seront... venant de Christophe Mienzok, qui est quand même rapporteur dans cette mais commission. je ne pense pas non plus... Oui, mais c'est la commission, mais je ne pense pas que Christophe ait déjà la nomenclature des personnes qui seront éventuellement... Enfin, peut-être qu'il l'a, moi je ne l'ai pas. Donc il faudra lui poser la question à lui. Moi, ce que je peux dire, c'est que si je m'en tiens aux revendications qui ont... succédé la période critique dont tout le monde parle aujourd'hui et qui a déclenché cette période, cette action, les reproches que les militants de base faisaient étaient clairs. Nous savons quels sont les griefs qui étaient portés à l'intention des commissions qui étaient envoyées sur le terrain. C'était à 80% le non-respect des instructions contenues dans une circulaire du président national. Donc je pense que si je fais une chronologie dans le déroulé de cette affaire, je pense que c'est probablement ce non-respect et les conséquences de cet acte qui ont entraîné la création de cette commission. Donc je pense que... Est-ce que la presse a raison de s'inquiéter qu'on pourrait se retrouver avec des victimes qui seront plutôt sur le banc des accusés? Je pense que cette notamment commission... venant de la base, qui se dit ne même pas être représenté au niveau de cette commission. non, attendez. Moi, il ne faudrait pas tout mélanger. Un parti politique, et en particulier le RDPC, est un parti politique dans lequel son chef a accepté qu'il y ait débat d'idées. Ce qui veut dire qu'on peut très bien ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses, mais ça n'est pas une raison pour qu'on vous emmène devant un tribunal du parti. Donc je voudrais déjà qu'on écarte tout ce qui serait question qui serait au niveau des idées, c'est-à-dire que les uns ne sont pas d'accord avec les autres. Ce que moi j'attends de voir devant ce tribunal, c'est ceux qui, pour des raisons évidentes, qui n'ont rien à voir avec l'idéologie du parti, ont eu des comportements répressibles. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont accepté, ou alors qui, pour des raisons de copinage, pour des raisons de clientélisme, pour des raisons de ceci, sont passés par devers la circulaire qu'ils avaient le devoir de défendre sur le terrain. C'est cela que j'attends. Je ne voudrais pas que ce tribunal soit un tribunal devant lequel on va voir des gens qui défilaient devant ce tribunal, des gens
parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées que certaines personnes. Il ne faudrait véritablement pas que ce soit un problème au niveau des idées, mais que ce soit un problème au niveau de l'application d'une directive qui a été donnée. Et je pense que déjà à ce niveau, on aura énormément à faire. Parce que, comme vous l'avez constaté, hein, beaucoup l'ont dit, la circulaire, par exemple, prévoyait que, et le chef de l'État l'a dit, même lors de notre dernier congrès, on ne veut plus de dynastie dans le RDPC. Or, tout le monde a vu qu'à certains endroits, on ne s'est pas jeûné pour essayer de constituer des dynasties. Donc, il y a quand même, quand vous me demandez sur quels éléments on va se baser, mais c'est cela, ces éléments sont tangibles, ils sont palpables. C'est-à-dire que, par exemple, on a dit, on ne veut pas de dynastie, on voit des endroits où on a tenté de constituer des dynasties. On dit, on ne veut pas de ceci, on voit des endroits où on a tenté de le faire. Sur la base de ces éléments, on peut déjà voir qui a bien fait son travail et qui ne l'a pas bien fait. Donc, laissons... moi, je voudrais éviter ce qui se passe dans la presse, qu'on me dise qu'il s'agit d'un règlement de compte. Non, c'est pas un règlement. Il y a quand même des risques. Mais oui, il faudrait vraiment... Risque de règlement de compte ou de manipulation. Cette commission n'aura véritablement bien fait son travail et ne se grandira que si elle évite d'entrer dans les débats d'idées et qu'elle se contente de... C'est une commission qui doit poser la circulaire, lire la circulaire et voir s'il y a des gens qui n'ont pas été, qui n'ont pas respecté la circulaire et on sanctionne. Alors les risques Noé Djebel, de manipulation et autres. Oui, et c'est même malin de botter comme ça d'un trait les soupçons qu'il peut avoir de règlement de compte dans cette histoire. Pourquoi? Parce que effectivement, il se pose d'énormes problèmes. Qui fait du mal au RDPC? C'est lui qui refuse qu'on viole les circulaires ou les données ou les ceci, ou c'est lui qui refuse qu'on dénonce qu'il a violé. Parce que c'est ça le jeu. Quand vous prenez le titre 5 des statuts de RDPC, discipline, à son article 31, on définit qu'est-ce qui constitue la faute disciplinaire dans ce parti. Et c'est clair. Maintenant, le portrait robot de ces deux types de personnes qui s'affrontent, parce que c'est ça en réalité, qui s'affrontent aujourd'hui au RDPC, remonte à la qualité même du membre. À la qualité du membre. Qui est membre du RDPC? Et c'est ça, je vous dis ça, quand on va, tout ce débat aurait pu être réglé par les statuts du RDPC. Si ce parti avait fonctionné normalement. Et ce parti ne fonctionne pas normalement, pourquoi? Parce qu'effectivement, par exemple, le président national, qui a la lourde mission d'assurer la bonne marche du parti, à mon sens, de mon point de vue, a démissionné pour laisser effectivement la bonne marche du parti au secrétaire général du parti, qui dans les statuts, effectivement, est un administrateur. Un administrateur, merci. Mais c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est au secrétariat général que tout se passe. C'est lui qui fait... Donc, à un moment donné, sporadiquement, vous avez les sorties du président national. Pourquoi? Parce qu'il est assis sur deux chaises. En même temps, il est président de la République, chef de l'État. Et vous voyez en quoi le professeur Charlemagne a de la peine à le situer entre le président, les instructions du président national et du président de la République. Ce qui fait que, dans tous les cas, le RDPC n'en sortira pas grandi de cette affaire. Les conséquences risquent d'être désastreuses si jamais ceux appelés à statuer dans cette commission ne prennent pas la mesure des décisions qu'ils vont rendre. Et vous savez, toujours dans les statuts du parti, les statuts disposent que les sanctions telles que les exclusions temporaires ou définitives doivent être publiées. Figurez-vous qu'on exclut temporairement ou définitivement certains militants du parti dont je tairai le nom. Moi, je pense que cela aura un effet boomerang, même dans les rangs. Même si nous, on a entendu les premières sorties des membres du RDPC, je ne crois pas. Dire qu'on n'est pas un parti coupe-tête, on ne va pas trancher les têtes. Non, c'est le 8-2. Cette commission, c'est le 8-2. Non, je ne crois pas. C'est le 8-2 à la RDPC. Je ne pense pas que s'il y a des exclusions, le RDPC paierait. Franchement, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui... Non, je pense que... Non, vous le dites parce que, effectivement, le véritable... Je peux finir? Non, le véritable combat aujourd'hui qui est au RDPC, c'est le combat des années 85.
où effectivement, vous aviez quelqu'un comme Georges Ngango qui posait la question du vin nouveau dans les vieilles outres. Je sais que vous êtes de la jeune génération qui voulait pousser effectivement la vieille garde de l'ordre. Selon vous, si on exclut... Arrêtez. C'est de bonne guerre. Je voulais répondre en un mot. Je voulais simplement... En un mot, vraiment en un mot, je voudrais simplement dire... Vous êtes en embuscade. Je voudrais simplement dire que, comme dans toute organisation, comme dans toute institution, il arrive que avec le temps, qu'il y ait des éléments qui ne correspondent plus aux objectifs de cette institution. Et qu'il serait temps de mettre ces gens à l'écart. Parce que l'opinion publique dans son ensemble, connaît un certain nombre de personnes dans ce parti qui n'y ont plus leur place. Je pense que ce serait donner un signe que de se séparer de ces personnes. Franchement, au contraire, contrairement à ce que vous venez de dire, si d'aventure cette commission ne venait pas donner satisfaction à ces attentes qui sont véritablement profondes, qui sont des attentes de la base. C'est là que je peux craindre pour le parti. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ne se sont même pas cachées. Alors, ces personnes, il faut les mettre de côté. Voilà, on passe par le professeur Aboya au sujet justement de ces attentes-là, des sanctions. Est-ce que le RDPC n'est pas en train de jouer un peu à la langue de bois, en dehors de Richard Coco qui dit clairement qu'il est d'accord pour des sanctions fortes? On a quand même entendu certains dire que non, il ne faut pas s'attendre à des sanctions fortes. On est un parti qui n'est pas censé trancher les dettes. Non, je crois que... il y a deux perspectives qu'il faut aborder dans cette question-là. La chance du RDPC, comme le SDF, c'est que c'est déjà une machine implantée sur le terrain, une machine électorale, une machine qui a des têtes pensantes, qui a des cadres compétents qui peuvent la dynamiser. Donc, on peut se passer des gens parce que la machine est déjà forte. Elle n'a plus besoin d'être huilée, elle existe. Donc, très peu de gens auraient des chances de survivre s'ils partiraient du RDPC. Donc, quand on a atteint le stade du RDPC, du SDF, avec les multiples départs dans le SDF est resté toujours le SDF. Donc là n'est pas le problème. Le problème consiste à ne pas créer l'occasion d'une implosion dans l'après-Biya. C'est ça le véritable problème. Donc c'est pour ça qu'il faut se garder des exclusions inutiles. La commission a donc été, à mon avis, inutile. Le RDPC, je pense, a des brillants intellectuels. On aurait commis un rapport sur la situation du militantisme sur le terrain. On devait remettre au président national un rapport, enquête détaillée, documentée sur le terrain, qui permettait de lire le genre de comportement qui ne sied pas à la dynamique supposée du parti actuel. Donc là, c'est les récriminations des militants. Or, entre militants, c'est tous des hommes politiques. Chacun veut être élu. Chacun ne veut pas être privé de son élection par un cadre qui a été nommé et qui a faussé les institutions à la base. Donc, c'est les hommes politiques qui jouent le jeu de la politique pour être élus. Donc, maintenant, on peut anticiper, on peut éviter les problèmes. Il faut que le RDPC ait un code électoral afin que chaque militant, quand il s'engage aux élections, sache que le parti s'attend à ceci, s'attend à cela. Or, il y a une confusion générale. Tantôt c'est les primaires, tantôt c'est les investitures. Donc, les militants eux-mêmes ne savent pas quelle est la ligne directrice du parti par rapport aux candidatures. C'est ça le véritable problème. Pour être à l'avant-garde, il faut encadrer ces questions-là. Parce que c'est ces questions-là qui font problème. Or, le RDPC n'a rien fait parce que les uns et les autres pensent qu'ils ont des situations de pouvoir, ils vont imposer, ça va passer et rien ne va se passer. Or, des choses se sont passées qui ont contredit les prévisions des fameux barons du parti qui croyaient... Alors est-ce que cette commission, professeur, est-ce que cette commission aura plus de chances que la cellule du contentieux, par exemple, qui accompagnait le choix des candidats et qui était toujours logée au palais des congrès de Yaoundé, est-ce que cette commission aura plus de chances, pourra rester au-dessus? Parce qu'au niveau de la cellule du contentieux, on a parlé justement de l'influence de ces personnalités-là qui, pour la plupart, étaient citées comme des acteurs du désordre. Mais justement, si vous laissez simplement libre cours aux militants de dire chacun un mot sur les membres de la commission, vous allez voir que tous les membres de la commission vont être disqualifiés. Si vous laissez seulement la liberté à chacun militant de dire un mot sur tous les membres de la commission, vous allez voir qu'il n'y a personne qui a les raisons de siéger dans cette commission. Très bien, professeur Msanga, cette commission, plus de chances que la cellule du contentieux? Mais d'abord, comme dit mon collègue, je vais commencer effectivement là où il a ajouté. D'abord, il y a un problème de saisine. Est-ce l'auto-saisine?
est-ce que c'est la commission qui va piocher tous les adversaires de terrain qui veulent abattre depuis quelque temps? Parce que moi, mon malheur est venu déjà dans le RDPC lorsque le président national m'a appelé comme membre du comité central. J'ai commencé à être combattu par quelqu'un que je ne veux plus citer. Je vous assure que si vous prenez l'agenda des missions du RDPC depuis l'entrée du gouvernement de ce monsieur le 9 décembre 2011, j'étais vice-président de la commission communale, j'ai été en limogé. Lorsque nous avons eu la mission, j'étais délégué du comité central pour le 6 novembre et après, je n'étais même plus membre. Prenez les listes. Et ensuite, nous avons eu le 24 mars. On m'a refusé la parole le 6 novembre 2012, alors que les membres suppléants du comité central prenaient la parole. Dernière descente, 6 novembre 2013, c'est un membre suppléant du comité central, qui est d'ailleurs proche de moi, un ami, un frère d'ailleurs, qui a présidé, alors que moi, le membre titulaire, j'étais là, et Madame Ekou, membre titulaire du comité central. C'est que nous avons un mandarin qui veut s'approprier le RDPC, comme partout ailleurs. Si vous allez à Konolinga, vous allez. Mais c'est qu'il faut dire pour cette commission. Pour ma part, c'est une très bonne chose. Une bonne chose encore pour deux raisons. D'abord parce que le désordre des personnes qui occupent les fonctions de pouvoir a déjà trop duré. Celui que je vais citer là, il a fait 7 ans. Ce monsieur n'a pas mis pied dans l'ONCAM. Le RDPC se portait bien. Il n'a pas cotisé à l'élection présidentielle. Le président Paul Biya a eu, là où le RDPC vient de tomber, un score de 97 pratiquement % à l'élection présidentielle. Et le mal, pourquoi je dis que c'est bien. Là, c'est un cas précis. Oui. On va pas s'arrêter. Oui, mais vous m'avez posé la question de savoir comment je perçois cela. La plus belle conséquence sur l'état de santé du RDPC et les chances de cette commission. Oui. La première chance de cette commission, pour moi, elle permettra de balayer et de faire le nettoyage. D'abord au secrétariat général de mon parti. Non, je pense, oui. Je vous dis, faites confiance au président Paul Biya. Je suis biaïste. C'est un manœuvrier. Le président veut mettre certains membres de la commission devant leurs responsabilités. Mais mon camarade vous l'a dit tout à l'heure. Et votre collègue demandait si c'était la bonne procédure. Est-ce qu'il ne devait pas attendre simplement un rapport? C'est une bonne procédure parce que, encore, le président est généreux. Il a limité le désordre au double scrutin. Il n'est pas allé au-delà. Parce qu'il sait que le RDPC s'écroulerait. Du moins, certains tomberaient comme des mouches. Et pourquoi? Et deuxièmement, cette commission, à mon avis, est bienvenue. C'est qu'aujourd'hui, le président national redonne le pouvoir aux militants. Je vous assure que, et je vous donne ça en exclusivité, des pétitions même se préparent, tournées pour que le président national voit qui sont les désordonnés. Vous comprenez que dans toute organisation, comprenez cela. Alors, toutes les associations... Il y a une préoccupation, professeur, oui. et j'aimerais que Maurice Somo nous aide là-dessus. Il y a une préoccupation. Est-ce qu'on va réussir, vous voyez bien la thématique choisie, à identifier les vrais indisciplinés dans tout cela? Les accusations vont de partout. La procédure est décriée, critiquée ici. On a peur justement que le palais de congrès se transforme en une grande messe où fondamentalement la base n'a pas la possibilité de s'exprimer. Est-ce qu'on va pouvoir identifier les indisciplinés véritables? Bon. Là, je reviens sur ce que j'ai dit tantôt, à savoir que dans un système qui fonctionne normalement, on devrait sortir de la mentalité des personnes pour faire forcener des institutions. En réalité, et c'est même ça qui rend inopportun l'existence de cette commission. Parce que si les textes du parti sont bien élaborés et que ces textes donnent avec précision les cas d'indiscipline avérés, cela sortirait du champ du choix subjectif des individus. On partirait directement à des sanctions sans avoir à convoquer X ou Y. Ce n'est pas seulement au Cameroun que nous avons un parti politique. La notion de parti politique existe partout au monde. Mais dans des pays qui peuvent se prévaloir aujourd'hui d'être des démocraties confirmées, en réalité, ce type d'ad hoc, comment vous appelez, commission ad hoc, commission de discipline ad hoc, c'est tout simplement un perdant parce que incontestablement, on irait ici vers un tribunal populaire avec un corollaire, n'est-ce pas, une politique à tête chercheuse, c'est-à-dire que où des gens viendraient automatiquement
automatiquement régler des comptes parce que des enjeux enfouis, n'est-ce pas, dans la vie de ce parti sont si grands, si diversifiés, qu'on ne peut pas passer outre cela. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faudrait faire, à mon sens, c'est de créer une commission qui revisiterait les dispositions statutaires ou réglementaires du parti et qui pourrait de façon objective dire quels sont les cas d'indiscipline qui ont été relevés et quelles sont les sanctions appropriées pour cela, et on passerait à leur application sans que ce ne soit décidé par une quelconque commission ou par un tiers. Voilà de façon objective. Vous pensez à la diversion, Richard, voilà, ne connaît pas d'accord. Ça me paraît tout à fait... Oui, non, mais parce que je dois déjà... À la suite, Maurice Omo pense que c'est la diversion. Non, on ne peut pas. À la suite de ce que on ne peut pas, même si les textes prévoyaient les sanctions, il faut savoir qu'avant de sanctionner quelqu'un, il est normal qu'on l'entende. Même si les textes le prévoient, on doit entendre cette personne pour quelle est la possibilité. Pour quelle est la possibilité. Non, pour quelle est la possibilité. Il faut entendre la personne pour quelle est la possibilité de se défendre. Même si je vous... Je vais vous dire une chose, excusez-moi mon frère, je vais vous dire un petit truc. C'est qu'en réalité, on ne regarde que les grosses têtes et les grosses pointures dans leur... Comme si l'indiscipline n'est observable que dans les grosses têtes. Dans mon village à Nitoukou, je connais très bien de petits militants qui ont sémé un désordre inexplicable. Mais ils ne se retrouveront pas. On n'en parlera pas. Nous ne parlons pas. Mon cher voisin, ce que je veux dire, ce n'est pas lié à cette commission. Je dis que, et il y a des juristes ici présents sur ce plateau pour le confirmer, on ne peut pas condamner quelqu'un sans lui donner la possibilité de se défendre. Même si vous avez, pardon, voilà, même s'il est établi que vous avez tué quelqu'un, avant de vous condamner, on doit vous entendre. C'est pour ça que la commission est utile. Même s'il y a des accusations qui ont été portées et qui sont vérifiées et qui ont été vérifiées, il faut quand même que cette personne soit entendue pour avoir la possibilité de se défendre. Donc, il ne faut pas dire que la commission est inutile. Maintenant, pour revenir sur le fond, moi, je ne voudrais pas que... Parce que, et ça c'est très camerounais, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un problème, il faut qu'on essaye de noyer le poisson en mettant plein de choses dans la marmite de telle manière qu'à la fin, on ne sente plus où est le poisson. Mais il y a un problème. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur ce plateau pour dire que, après ce que nous avons vécu pour le double scrutin, que ça s'est bien passé et qu'il n'y a pas de problème au RDPC. Aucun militant ne peut vous dire que ça s'est bien passé et qu'il n'y a pas eu de problème. Pour une fois tout le monde reconnaît qu'il y a eu des problèmes et qu'on décide que, bon, comme il y a eu des problèmes, on va voir comment on peut faire. Les gens disent non, c'est pas la peine, il faut... Non, moi, je ne comprends pas. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. S'il y a des problèmes, eh ben, il faut essayer de trouver des solutions pour que, justement, parce que ça servira même de leçon pour le futur. Les gens comprendront que, eh ben, attention, si on me confie une mission et que je la remplis mal, je risque d'être sanctionné. Ça, c'est important. Et puis Jean-Jacques, il faut bien comprendre ce que dit Richard. Parce que sur ce plateau, ne noyons pas le poisson. Il s'agit d'une circulaire du chef de l'État, du président national, qui a été violée. D'accord? Oui, mais il est président de la République. C'est une chose. Aussi. Nous, on assume cela. Que le président de la République parle les circulaires pour le RDPC. Il s'agit d'une circulaire du président national d'un parti. Dans toute association, il y a une discipline. Absolument. Même dans les sous-quartiers et même dans les villes. Et cette circulaire est claire. Qui a violé cette circulaire et a amené l'indiscipline? Ce n'est pas celui qui crie au voleur qui est le voleur. Ce n'est pas celui qui crie au feu qui est pyromane. Les pyromanes sont là. Et je peux vous dire d'ailleurs, et je chute vraiment là-dessus, Jean-Jacques Zé, que j'ai préfacé l'ouvrage de Charles Ateba Yéné intitulé RDPC, la grande indiscipline. Et j'attirais et je donnais un sens. L'ouvrage ne date pas d'aujourd'hui. Non, l'ouvrage date d'un mois. Très bien. D'un mois. Et dans cet ouvrage, j'expliquais que Charles Ateba Yéné attire l'attention du président national sur le désordre qui a été mené et entretenu par les missionnaires, je dis bien du secrétariat général du comité central. Parce que vous savez, même les journalistes, vous commettez souvent des erreurs sémantiques. Vous dites toujours le comité central, le comité central. Si vous lisez l'article 17,
le comité central est l'instance dirigeante du parti. Les instances dirigeantes du parti sont le comité central, le bureau politique et le congrès. Et l'article 2 que convoque ici indirectement Richard, et qu'il a bien fait d'évoquer, prenez l'article 2 du règlement intérieur, l'article 3 du règlement intérieur, l'article même 4 du règlement intérieur, pour ceux qui nous écoutent, vous verrez que le débat est ouvert au RDPC. Bien sûr. Le débat est ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez aller au RDPC et discuter parce que c'est un parti de masse. Aujourd'hui, les pyromanes, ceux qui sont à l'origine et de la contestation des militants, excusez-moi, le CAM par exemple, les militants ont vu comment une liste de consensus a été détournée au profit d'une petite liste. Très bien. Ils ont dit non. Vous dites que le débat existe. Ça, il faudra le prouver. Ma souci. De quel débat s'agit-il finalement? Parce que la base dit ne pas être comprise, entendue ou associée. Le débat se limite-t-il à une instance précise? Non, le débat d'abord, pour répondre clairement à votre préoccupation, le débat est un débat d'indisciplinés. Bravo. Et à ce niveau-là, moi, j'invite les membres de RDPC à faire le distinguo entre les indisciplinés stratégiques et les indisciplinés tactiques. Effectivement. Expliquez-nous. Non, les indisciplinés stratégiques, c'est quoi? C'est en principe, si le RDPC, parce que je n'y suis pas, je ne connais pas très bien, mais je pense qu'en s'appelant parti politique, semble reposer sur un socle politiquement ou idéologiquement politique correct. Bon, parce que je ne connais pas l'idéologie du RDPC. Très bien. Donc, les indisciplinés stratégiques. Non, stratégique viendrait de là, de ceux qui se cartent de l'idéologie du parti. Ce seraient des indisciplinés stratégiques. Maintenant, les indisciplinés tactiques seraient ceux-là qui, une fois une stratégie est mise sur pied, pour les mettre à bas, vont à l'encontre ou bien la sabotent, la dérangent ou font tout ce qu'il faut, sauf à appliquer effectivement ces stratégies. C'est-à-dire que le maire d'un petit village qui est obligé de réagir parce qu'il a l'impression qu'on est en train de lui imposer ce qui n'est pas prévu dans certaines disciplines tactiques. Tactique. Et là maintenant, ça va poser un autre problème. Parce que celui qu'il combat est en train de violer, pour rester dans les concepts, est en train d'être un indiscipliné stratégique. Donc maintenant, c'est pourquoi je vous disais que, effectivement, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Et ça pose un autre problème. Quand vous suivez le discours de Charlemagne, la circulaire du président rentre dans quel cadre des statuts du parti? L'article 31 que j'ai convoqué tout à l'heure. Oui, tout à fait, c'est normal. L'article 31 des statuts qui dit que constitue faute disciplinaire le fait par tout membre du parti de contrevenir aux objectifs du parti définis à l'article 2 des présents statuts ou de refuser d'appliquer des décisions prises par ses organes. Le président de la République est-il un organe? Oui. Président national. Il faut pas confondre. Non, le président national. Du RDPC. Est-il un organe? Parce que je voudrais que... Alors je voudrais que les téléspectateurs comprennent cela. Parce que c'est ça aussi le débat. C'est un organe, ce que vous dites là. Hein, le RDPC a deux types d'organes. Oui. Il y a ce qu'on appelle les organes centraux, dont le comité central, les membres du comité central, le bureau politique, et puis tous ces instruments qui tournent autour des organes centraux. Oui. Et le deuxième type d'organes, ce sont les organes de base, c'est-à-dire la cellule, le comité de base, la sous-section et la section. Tout à fait. Et le président national, donc, est le président même des organes centraux, puisque c'est lui qui préside d'ailleurs le comité central. Oui. Et je voulais vous donner cette effectivement, c'est là où ceux qui sont des indisciplinés, par exemple, tactiques, pourraient poser la question, mais le comité central s'est réuni quand? Pour qu'il ponde une circulaire. La circulaire viendrait de la personne seule du président, qui en principe n'est pas l'incarnation, parce qu'il faut refuser de personnifier les institutions. De personnifier les institutions. Donc à ce niveau-là, ça poserait des problèmes. Et je voudrais aussi, parce que de temps en temps, Charlemagne parlait de RDPC comme parti de masse. Oui, mais il faut qu'il finisse. Le RDPC, c'est un parti de masse de carriéristes
Non, les élites carriéristes sont accaparées du pouvoir de la masse. Très bien. Nous sommes d'accord. Vous avez les élites bandits même. Appelons aujourd'hui, c'est pas moi qui ai parlé des bandits en col blanc. Et le président national, moi je suis le président national de Biaïs. C'est moi qui fonde le Biaïs. Qui n'est rien d'autre qu'une appropriation des valeurs du président. On va sortir. Vous pouvez le dire. Aboya Manassi, on va sortir. En réalité, la violation vient de cela. Finalement, la question, où sont les indisciplinés, la description faite par les uns et les autres, ici, on comprend quand même que tout le monde peut être considéré comme indiscipliné avec tout ce qui s'est passé autour du double scrutin. Absolument. C'est là le vrai problème. C'est-à-dire qu'on ne doit pas seulement indexer les violeurs de l'instruction du président national, mais c'est que dans le RDPC, il y a une configuration qui a évolué de Ndiomole, qui a été le premier secrétaire, parce que celui qui a succédé à Sengako, qui était secrétaire politique, il y avait à l'époque 12 secrétaires adjoints, à Nkwete, en passant par Dumba, qui a travaillé justement pour déconstruire l'opposition sur le terrain, alors que Ndiomole, lui, il a affronté la contestation des villes mortes. Par contre, René Sadi a essayé, lui, justement, de s'appuyer sur des jeunes cadres, parce que combattus par les barons qui ne voulaient pas qu'ils puissent contrôler le parti. Il a voulu intégrer les jeunes qu'il a contrôlés, justement, parce qu'il a géré le parti au moment où il fallait gérer la communication politique. C'est compliqué parce que ça lui a valu d'être très, très, très combattu. Et ces jeunes-là ont appris à communiquer dans les médias. Ces jeunes-là n'acceptent pas comme parole d'évangile des décisions qui peuvent apparaître arbitraires. Et c'est ça qui crée problème. C'est eux qui sont aujourd'hui étiquetés d'indisciplinés. C'est pour cela qu'on a essayé de dénombrer pêle-mêle certains, dont Messana Yamdi, parce qu'ils font partie d'une gamme de militants qui n'ont pas voulu accepter le diktat d'un parti manifestement en train de violer les instructions. Donc, ils ont répondu à l'illégalité. On va répondre aussi par l'illégalité. La chute, 30 secondes. Oui, mais Jean-Jacques Zé, vraiment, je tiens à vous dire que le RDPC aujourd'hui, c'est qu'il nous arrive à deux problèmes. Il y a des militants, ceux qui connaissent le parti, comme le disait même la circulaire, et qui ont rendu des services énormes au parti. Et il y a donc des militants du décret, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'on peut entrer dans l'immeuble par la toiture. Ils deviennent ministres et militants. Ils deviennent DG et militants. Ils deviennent, quand ils occupent une fonction de pouvoir, du jour au lendemain, ils vous disent. Donc le problème du RDPC se trouve là, avec des personnes qui ne connaissent pas le parti, mais qui, une fois qu'ils sont même devenus membres du gouvernement, deviennent chefs de délégation. Voilà un problème. Et je chute vraiment là-dessus, Jean-Jacques Zé. Quand vous voyez déjà les délégations mandatées pour l'investiture, mais prenez l'ONCAM, ce sont les copains d'une seule personne qui était président de commission communale, président de commission ceci, membre de commission. Et comment on peut donc comprendre que, vous savez, c'est pourquoi je suis très attaché à M. Ngouete. On vous a compris. Parce que comment on peut comprendre que le secrétariat général, comment de telles choses peuvent passer devant le secrétaire général ou une même personne, que ce soit à l'est, que ce soit au nord, que ce soit au nord-ouest. Ce sont les copains du ministre en fonction pour la plupart qui sont les délégués du comité central. Voilà, c'est la chute. C'est là où a commencé le désordre. Mais Sarah Yamdi, je vous propose une grosse respiration en rendant hommage. Vous avez le temps de dire un mot tout à l'heure. On rend hommage justement à Manu Dibango qui a célébré cette semaine ses 80 ans. C'est Arnaud Guefak qui nous le propose dans le cadre du reporter de la semaine. Emmanuel Dibango. Vous allez bien? Ajoutez un jockey pour avoir son identité complète. 80 ans déjà pour la légende Manu Dibango et pas une ride. On aurait dit de lui un jeune homme de 80 ans. 12 décembre, son jour anniversaire. Le Cameroun, l'Afrique, le monde entier le célèbre. Manu le grand sorcier au crâne nu selon Henri Bandolo,
Le grand marabout toujours en lunettes noires, selon Gilles Sela. Depuis des années 50, que de recherches les plus ardues, que de trouvailles les plus inattendues, que de sonorités toujours plus insolites. Pour moi, Manu Dibango, en dehors de tout ce qu'on a souvent dit, c'est vraiment l'icône qui restera au niveau du Cameroun par rapport à la musique. C'est quelqu'un qui a respecté son métier. Il me manque des mots pour qualifier la personne de Manu Dibango. C'est un grand personnage, un très très grand personnage. J'ai pu comprendre à l'écouter qu'il était différent d'un très très grand nombre d'autres artistes. Le temps est passé sur le désormais octogénaire, sans effet de vieillesse. Peut-être sa musique, qui comme le vin, est devenue meilleure en vieillissant. Oh, je pense que les Camerounais ne comprennent pas suffisamment. Les Camerounais ne comprennent pas suffisamment ce qu'est Manu Dibango. Parce que quand on sort de ce pays et qu'on entend parler de lui, on a l'impression que c'est un autre personnage. Ce sourire, il ne le quitte presque jamais. On aurait dit un exercice de la bouche pour mieux jouer à son outil magique, le saxophone. Ses doigts parés du sang de génie au segment du saxophone pour les génériques utilisés partout dans le monde. À lui la paternité du Soul Makossa, le tube à succès francophone qui a fait chavirer les États-Unis d'Amérique. Légende d'hier, légende d'aujourd'hui, l'époque des tourne-disques l'a vu passer. « 45 et 33 tours. L'époque des cassettes le connaît et aujourd'hui, les CD, DVD et le numérique l'ont adopté. Ces musiques nous habitent pratiquement. Oui, il y a par exemple Soir au village. Et la nuit s'étend sur le village. Il est vrai que je n'ai pas une très belle voix. L'artiste à son apogée reste en pleine mutation. Manu, le grand Manu Dibango, dirait-on, se recrée perpétuellement. ans, donc le 12 décembre cette année, Manu Dibango. On va prendre le second thème rapidement pour parler justement de l'héritage de Nelson Mandela qui a entamé ou achevé son voyage sur Terre aujourd'hui même avec la cérémonie que vous avez certainement suivie en direct sur Canal 2 International. Ce qui nous préoccupe, Maurice Somo, c'est l'héritage de Mandela. L'Afrique du Sud que Mandela laisse aujourd'hui un taux de chômage quand même considérable. Les Noirs qui baignent toujours dans une pauvreté certaine, on parle de 80%, il y a quand même un héritage lourd à gérer. Oui, un héritage lourd, c'est vrai, mais on ne peut pas poser le problème en ces termes. C'est un État qui a entamé un processus, mais qui sortait des profondeurs, des abîmes de la... appelons ça la pauvreté, je ne sais pas le concept qui sera approprié à qualifier la situation que l'apartheid a laissée dans ce pays. Pour rebondir de là où ce pays était et arriver à ce qu'il est aujourd'hui, je crois qu'il a fallu quand même un certain combat que Mandela a mené jusqu'à un certain niveau et qu'il a laissé aujourd'hui à un certain nombre de personnes qui malheureusement semblent ne pas être suffisamment prêts au regard de l'histoire, au regard de ce qui se passe en Afrique du Sud. Ils semblent ne pas prêts véritablement à continuer dignement le combat que Nelson Mandela a entamé. Je voudrais dire que quand on parle d'héritage de Nelson Mandela,
c'est très très difficile d'apprécier cet héritage. Ça ne peut pas se limiter seulement à qu'est-ce que Mandela a fait de l'Afrique du Sud et quelle Afrique du Sud qui nous laisse. Mais c'est l'homme en général, dans toute sa dimension, dans sa pluridimensionnalité, qu'est-ce qu'il laisse à l'humanité tout entière. Et là, on est obligé à un moment donné de parcourir toute la vie de l'homme pour comprendre que chaque élément de la vie de cet homme est un gros héritage qu'il laisse à l'humanité en termes de modèle ou en termes d'exemple. Que ce soit à sa naissance, le fait qu'il ait grandi avec son oncle et tout ce qui s'est passé autour de lui est déjà en soi une leçon qui peut être héritée par l'humanité. Les leçons sont nombreuses en termes de très bonne qualité, de très bonne qualité. Voilà, Noé Djebet, les experts disent aujourd'hui que la réconciliation nationale n'a pas été suivie du développement économique et social en Afrique du Sud. Est-ce qu'il était possible d'envisager la situation autrement? Oui. Pourquoi? Parce que Mandela avait un seul objectif, c'est de libérer l'Afrique du Sud de l'apartheid. Maintenant, ceux qui viennent après Mandela, me semble-t-il, n'ont pas d'objectif. Or, ils devaient s'inscrire dans la logique de la continuité d'autres objectifs qui sortiraient l'Afrique du Sud, effectivement, de ce carcan que nous décrions aujourd'hui. Mais ça n'a pas été fait. Quand vous voyez Thabo Mbeki, vous demandez à Thabo Mbeki quel a été le socle de sa mandature au sommet de l'État en Afrique du Sud, vous aurez de la peine à être convaincu. On dit qu'ils ont simplement profité du tapis rouge déroulé. Effectivement. Et c'est ça que nous devons interpeller, parce que ce n'est pas ça, effectivement, l'ANC. L'ANC, dans sa caricature, a effectivement une construction. Mais je veux vous dire que ce n'est pas tard, parce que l'Afrique du Sud, en tant qu'arc-en-ciel, n'a que 19 ans. C'est un enfant. Donc, après, moi, je prends l'indépendance de l'Afrique du Sud à partir de 1994. Et quand on a 19 ans d'indépendance, on ne peut pas demander mieux. Seulement, c'est vrai, on peut mieux faire. Mais dans cet héritage de Mandela encore, il ne faut pas oublier que Mandela nous laisse un parti, l'ANC, pratiquement déchiqueté. Ça, il faut le dire. Et c'est là où, moi personnellement, j'interroge la personne même de Mandela. Pourquoi? Parce que il a toujours été absent dans les sentences. Les sentences qu'il fallait mener. Quand Cyril Ramaphosa se fait écarter de la direction du parti, ayant été l'un de ses plus proches, parce que c'est lui qui animait le syndicat des mineurs, qui a été un très grand soutien pour l'ANC, quand il a été évincé, parce que tout le monde le soupçonnait d'être l'héritier testamentaire de Mandela par Thabo Mbeki, Mandela était là, il n'a rien dit. Quand la guerre survient entre Thabo Mbeki et Zuma, Zuma, Mandela est vivant, il ne dit rien. Quand la guerre survient entre Jacob Zuma et le jeune Julius Malema, Mandela ne dit rien. Entre-temps, c'est le parti qui s'effrite. Donc, entre-temps, c'est vrai, il a implémenté ce qu'on appelait le Black Empowerment. Mais après cela, il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi. Abouya Manasseh, justement, aborder ces questions aujourd'hui, on entend de plus en plus l'opinion occidentale migrer vers les choses qui n'ont pas été faites par Nelson Mandela ou qui n'ont pas bénéficié de l'aura de Nelson Mandela. On a parlé de la réconciliation nationale et le corollaire derrière, les salaires des Blancs 6 fois plus élevés que ceux des Noirs. C'est les derniers chiffres proposés, l'insécurité qui est toujours là. Est-ce qu'il n'a pas longtemps attendu ou longtemps assisté sans véritable jouet, utiliser son aura pour essayer de régler ces problèmes? Non, c'était complexe. Je crois que son héritage est simple à évaluer. Il a obtenu la fin de l'apartheid, il a permis l'avènement de la liberté, de l'égalité des droits entre les Blancs et les Noirs. C'était déjà ça, le pari. L'égalité dans le discours. Parce que quand on fait le descriptif de ce qui se passe sur le terrain, l'égalité n'est pas totalement acquise. Dans le discours, en dehors de one man, one vote. Il faut pas oublier que c'est une construction. Il faut pas oublier que l'industrialisation de l'Afrique du Sud n'a jamais été entre les mains des Noirs.
il a fallu qu'il y ait redistribution des richesses. Il a fallu que les Blancs acceptent de recruter progressivement des populations, alors des cadres provenant de 80% de la population. Absolument. Par rapport aux Blancs qui sont seulement de 20%. Il y a même des lois discriminatoires qui créent aujourd'hui l'exil des Blancs. Parce que, à compétence égale, les Noirs sont préférés. Je crois que c'est une politique qui doit se faire avec des dosages, sans que cela puisse prendre les allures de racisme en sens inverse. C'est-à-dire qu'avant, c'était les Blancs qui excluaient les Noirs. Il ne faut pas que, parce que l'apartheid est fini, il faut que ce soit les Noirs qui puissent exclure. En tout cas, Mandela a dit que l'une de ses plus belles victoires, c'est d'avoir pas permis la domination des Blancs sur les Noirs et de n'avoir pas permis l'inverse également. Voilà, je pense qu'on a voulu que Mandela aille au-delà du pardon pour permettre les allures de revanche, comme celle qui anime justement ce fameux Julius Malema, qui crie, voilà, qui chante déjà les chansons de l'époque, avant l'abolition de l'apartheid, visant à tuer le bois. Moi, je crois qu'il faut que l'Afrique du Sud hérite d'un symbole qui peut permettre, ne serait-ce qu'en termes de tourisme, de faire entrer les devises en Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud sera certainement une terre de pèlerinage où les nombreux touristes, par leur présence, vont faire entrer les devises en Afrique du Sud. Est-ce qu'il a manqué du temps? Est-ce qu'il a manqué du temps, répartition des richesses et autres? Est-ce qu'il fallait encore plus de temps? Moi, je pense que si nous nous en référons à la science politique, vous allez voir que tous les hommes politiques qui sont restés grands dans l'histoire, Lénine, Staline, Gorbatchev, et même aux États-Unis, des hommes comme Martin Luther King, en Europe, De Gaulle, ils ont toujours eu un seul objectif, pas plusieurs objectifs. Mandela a atteint le seul objectif qui était sien quand il entre. On peut citer, j'en viendrai. Et rapidement sur ce plan-là, il avait un seul problème, c'était la liberté et l'accès des Noirs à la vie démocratique. Et vous verrez que si vous voyez son parcours, dès 1918, à sa naissance, il a 6 ans quand l'ANC naît. Quand il rencontre Walter Sisulu dans les années 40, il n'a qu'un objectif, la liberté. 60, il est en prison. 61, il est en prison. Et il est condamné à mort 4 ans plus tard parce qu'on découvre qu'il a fait un discours lors de sa plaidoirie qu'il a mis en prison pendant plusieurs heures pour dire qu'il veut la liberté. Ramenez donc à l'Afrique. Il faut dire une chose. Mandela a compris très tôt qu'il ne pouvait pas aller au-delà parce qu'il a renoncé au pouvoir. N'oubliez pas que dans cette affaire du pouvoir, demande plusieurs mandats qu'il peut, mais pas qu'il veut. Il a compris qu'il ne pouvait plus continuer dans cette dynamique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé les autres gouverner pour qu'ils continuent aussi à remplir leur rôle. Ramenez au Cameroun, par exemple. C'est important de le dire. Le président Paul Biya s'est fixé un seul objectif. Pas être celui qui a apporté la démocratie et la prospérité à ce pays. Et vous verrez que si nous nous enfions à l'UPC, si Oumniobé vivait, j'en suis convaincu en tant que chercheur, en tant qu'analyste, en tant qu'homme politique, que je pense que Oumniobé aurait dissous aujourd'hui l'UPC. Pourquoi? Parce qu'à l'image de Nelson Mandela, Oumniobé s'était fixé 2 objectifs. L'indépendance du Cameroun et l'unité du Cameroun. Vous comprenez donc que l'UPC n'a plus de raison d'exister. Parce que Oumniobé, à l'image de Mandela, ayant atteint son objectif, je mène des recherches dessus. Je suis convaincu que Mandela, aujourd'hui, est-ce qu'il a été celui qui a réglé tout le problème sud-africain? Ne nous mentons pas, non. Très bien. Les Noirs souffrent encore, les Blancs détiennent encore beaucoup de terrain. Et je pense que l'Afrique, est-ce qu'elle a eu d'autres Mandela? Je dis oui. Oui. Les Thomas Sankara, les Lumumba, et on peut même dire des Kwame Nkrumah, parce que Mandela, c'est le trait d'union qui concilie, il faut le dire, les Blancs et les Noirs. Très bien, on parle de Richard Coco, l'ANC,
c'est un parti divisé, gangréné par la corruption. Les querelles intestines sont nombreuses aujourd'hui et on est en train de préparer des prochaines élections avec beaucoup de points d'interrogation. Le parti ne semble plus faire unanimité entre guillemets de ce côté-là. La famille nucléaire de Mandela, c'est également des querelles nombreuses autour de l'héritage, 10 millions d'euros en jeu de ce côté-là. Et on a peur justement qu'après Mandela, l'une de ses petites filles l'a même dit qu'on a peur de l'après Mandela. Est-ce que ce côté-là ne va pas être, j'allais dire la chute, le mot est peut-être grave? D'abord, je voudrais dire ici que je ne partage pas du tout l'opinion de ceux qui pensent que l'Afrique du Sud va mal. Ça, j'en suis pas. Je pense que l'Afrique du Sud... Les chiffres économiques disent non, que ce n'est pas du tout. Les chiffres que vous avez, je pense que c'est des chiffres très orientés. Non, les Noirs sont encore très... Faut pas oublier. Non, attendez. S'il vous plaît, attendez. L'Afrique du Sud fait partie des pays émergents aujourd'hui. On a, en plus des BRIC, on a ajouté AS qui fait BRICAS, c'est-à-dire que la Chine, le Brésil... Donc, je pense que l'Afrique du Sud ne va pas si mal que ça. Et je rejoins ce que disait Ndiaye tout à l'heure, quand il disait que c'est un pays qui n'a que 19 ans, en réalité. Mais l'Afrique du Sud a ceci qu'il faut reconnaître, a une structure industrielle que beaucoup de pays africains n'ont pas. Et si vous les mettez en situation de compétition aujourd'hui, l'Afrique du Sud va croître beaucoup plus vite que beaucoup de pays, beaucoup d'autres pays dans le monde, qui seraient à peu près au même niveau aujourd'hui. Parce qu'ils ont une structure industrielle, ils ont des moyens. Maintenant, si on parle de la répartition sur le terrain, si on parle de la répartition sur... et de menaces sur cette bonne santé industrielle, on parle de la répartition sur... quand même sur le plan social, le taux de chômage est élevé pour les Noirs, maintenant, si on parle de la répartition galopante. Absolument. Maintenant, 8% de blancs détiennent toutes les richesses. Maintenant, si on il parle faut le dire, Richard. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. 8% de blancs détiennent toutes les richesses. Oui, mais ce que tu dis, quand tu dis 8% des blancs détiennent l'ensemble des richesses, il faut dire qu'on part de... en Afrique du Sud, 8% des Blancs détiennent 80% des richesses. Et, contrôlent 80% des terres. 80% des richesses. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 19 ans. Dans tous les cas, il y a la il y a 19 ans, c'était zéro. C'était zéro pour les Noirs. Aujourd'hui, on est en train de progresser. Aujourd'hui, on est en train d'évoluer. Il y a une marge Moi, je dis, il faut mais dans la négation. Oui, mais attendez. Non, mais c'est ce qu'il faut voir. Il faut voir la progression. Et ce que je voulais dire, peut-être pour essayer de tenter d'analyser la situation. Oui, il ne faut pas oublier que à peu près 100 années de ségrégation ont fait qu'il n'y a pas véritablement de cadre africain qui était prêt à prendre la succession lors de la fin de l'apartheid. Donc il faut aujourd'hui, il faut de plus en plus préparer les Africains pour que demain, ils puissent éventuellement gérer le pays. Donc il faut pas oublier. Mandela ne l'a pas fait. Il faut pas oublier. C'est à peu près. S'il vous plaît. Ne l'a pas fait. S'il vous plaît. Non, mais attendez. On ne peut pas le faire en un jour. Non, je parle au niveau de la gestion de l'État. Allez-y rapidement. Je parle au niveau de la gestion de l'État. C'est-à-dire qu'il y a une carence. L'Afrique du Sud a connu une carence en cadre africain noir qui a duré pendant un certain nombre d'années et qui progressivement va se compenser. Quand vous regardez les grandes universités sud-africaines aujourd'hui, et c'est un autre avantage, parce que nous avons tendance à comparer des choses qui ne sont pas comparables. Les universités américaines sont parmi les meilleures dans le monde. Ça veut dire que... Sud-africaines, c'est pour ça que et ça, il faut en tenir compte. Parce que nous, on va continuer de dire que non, ils sont comme nous. Non, parce que l'Afrique du Sud a des potentialités que nous n'avons pas. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui, à mon sens, devrait sortir très rapidement du sous-développement. Du Sud que Mandela laisse. Tout à fait. Mais justement, non, mais parce que moi j'entends. Moi j'ai vu, non, c'est pas un problème. Pas à vous. Je ne vous fais pas un procès à vous. Je lis, non, nous lisons. Non, attendez. Nous parlons de l'héritage de Mandela. Nous lisons tous. Richard Coco, sur le plan politique, nous parlons de l'état de santé de l'ANC. À l'approche d'une élection, il y a quand même beaucoup d'étincelles. Chutez rapidement. Je voudrais, parce que c'est un discours que j'entends beaucoup, des gens qui veulent
quand même arriver à atténuer l'impact, l'image de Mandela en disant que par ailleurs, ça n'a pas été fait. Parler les faits, et les chiffres. Non, mais je dis que l'Afrique du Sud ne va pas si mal que ça. Très bien, on de a deux, entendu. maintenant, pour ce qui est de l'ANC, si telle est la question, je voudrais quand même dire que l'ANC, malheureusement, n'a pas fait son ajournement. L'ANC est resté. Voilà, l'ANC est resté. L'ANC, très majoritairement, mais ça aussi, ça peut se comprendre. Historiquement, c'est un parti qui s'est battu pendant une centaine d'années à peu près pour obtenir un objectif qui était la liberté. Donc aujourd'hui, maintenant que la liberté est atteinte, il faut qu'elle réfléchisse à autre chose, par exemple au développement de l'Afrique du Sud. Ce qui est beaucoup plus difficile parce qu'on reste avec des militants qui ont toute leur vie été formatés pour le combat de la liberté. Et malheureusement, j'ai le sentiment qu'ils ne se sont un peu comme les UPCistes au Cameroun. Vous savez, moi, ça m'amuse un peu parce qu'on refuse de voir la vérité en face. En toute franchise, s'il y avait des comparaisons à faire au niveau du Cameroun, le RDPC ressemblerait beaucoup plus à l'ANC. Pas sur le plan idéal ou idéologique. Et non l'UPC en tout cas. Non, oui, pas sur le plan idéologique. Là, il n'y a pas de ressemblance. Mais sur le plan de la marche. Pourquoi? Et je vais vous dire, il a si bien dit, c'est parce que le président de RDPC s'est fixé pour objectif la démocratie et la prospérité. Puisqu'il n'a pas encore atteint ses objectifs, il sera le président ad aeternam. Bon, à la différence de Mandela, qui s'est fixé un objectif et dès qu'il a atteint cet objectif, il est parti. Le RDPC va encore ressembler à l'ANC. Pourquoi? Parce que dès que Biya ne sera plus là, ça sera la débandade comme aujourd'hui à l'ANC. Je vais vous dire, on est à la veille d'une élection présidentielle en Afrique du Sud. Depuis les obsèques de Mandela, Jacob Zuma est hué comme une souris mouillée. Ça, oui, il faut le dire. Il est hué à tout bout des champs. C'est gros ça quand même. Non, mais peut-être parce que vous ne suivez pas. Du président de la République. Oui, mais attendez, mais s'il est hué, on doit cacher qu'il est hué. On l'a vu aussi. Même aujourd'hui, lors de son ultime hommage, même aujourd'hui, avant de venir dans ce studio. Hommage qu'il a transformé en discours politique. Mais ce n'est pas discours politique où il n'a pas. C'est pas pour sa Il n'a pas effectivement décliné effectivement les socles sur lesquels il voudrait faire reposer l'Afrique du Sud de demain. C'est pas pour Troisièmement, je voudrais quand même dire que ce serait faire injure à un monsieur comme Ruben Oumniobé de dire que s'il avait vécu, il aurait dissous l'UPC. Pourquoi? Parce que non, jamais. Et là, le professeur s'est encore trompé. Parce que l'UPC n'a jamais eu 2 objectifs. L'UPC avait 3 objectifs. Le premier, c'était l'unification. Non, c'était d'abord l'indépendance. Non. Le premier, c'était l'indépendance. Mais je vous trompez. Mais les gens nous allez chercher. C'était l'unification avant l'indépendance. Mais comment vous allez obtenir l'unification avant l'indépendance? Effectivement, c'était l'unification avant l'indépendance. Le deuxième, c'était l'indépendance. Le troisième objectif, c'était l'élévation du standard de vie des populations. Donc, à ce niveau-là, Oumniobé, qui n'a pas eu la chance de Mandela, parce que Oumniobé, lui, il a été traqué en 1958, alors que Mandela était encore bien vivant. Si Oumniobé avait eu la chance de Mandela, en étant emprisonné, quelle que soit la durée de la prison, et qu'il réussissait à s'en sortir, je vous dis que le Cameroun d'aujourd'hui n'aurait pas été le Cameroun que nous vivons, et on ne parlerait pas de l'Afrique du Sud comme modèle à la place du Cameroun. On le voit bien avec la division. On prend une image on le voit bien avec la division des UPCistes. Très bien. Vous apportez vraiment mais c'est la même chose au RDPC, parce que c'est les arrivistes. C'est les arrivistes. On le bien, on le voit bien. Je lis. Je suis un observateur avec vous. Autant d'aisance avec laquelle je parle de RDPC, c'est la même aisance que je parle de l'UPC. Vous parlez de quel UPC aujourd'hui? Je suis Permettez-moi de ce débat UPC, RDPC, s'il vous plaît. Moi, je ne connais pas. Professeur. Ah, vous deviez connaître. Merci, vous deviez connaître. De ce débat, pour prendre la dernière photo avec le professeur Aboya Manasseh, peut-être avec Maurice Somo également. On a vu lors des obsèques de la cérémonie d'hommage mardi dernier, c'était pratiquement l'image, quelqu'un l'a comparé à une sorte d'assemblée générale des Nations Unies où tout le monde était là, rassemblé autour de Nelson Mandela. C'est un héritage qu'on peut conserver. Absolument. Je pense que
le monde peut devenir ce qu'on a vu, où tout le monde se rencontre, se salue et... Oui, c'est un signe des mutations profondes qui transforment les relations internationales aujourd'hui, où les clivages idéologiques peuvent être transcendés. Les blocs ont éclaté. Voilà, au profit d'une cause commune qui est le service de l'homme. Et je pense que quand on a vu Raúl Castro serrer la main à Barack Obama aller vers lui, c'est un signe que le bloc de l'Est, une fois de plus, a été transcendé parce que c'est l'homme qui est au service de l'humanité et non l'inverse. Et je pense qu'on peut aboutir à ce monde-là, un monde beaucoup plus meilleur où les clivages doivent être transcendés au profit de l'amour et de la paix. Maurice Omo? Oui, je crois que Nelson Mandela nous a donné l'opportunité, n'est-ce pas, de participer à cette grande mutation de l'humanité globalement. C'est-à-dire qu'un revirement idéologique qui va être un monde où tout le monde peut se côtoyer au-delà des intérêts qui jadis ont permis d'arriver à la construction. Est-ce qu'il y aura comme les acteurs de relais? Est-ce qu'il y aura des gens pour perpétuer cela? Les acteurs de relais sont là justement parce que si vous regardez très bien, il y a une génération d'hommes d'État, j'allais dire de plus en plus jeunes, au moins pas jeunes forcément au niveau de l'âge, mais au moins au niveau de la mentalité, avec une idéologie. Enfin, il y a quelques années, on ne pouvait pas imaginer, d'ailleurs, le protocole aurait pris des dispositions pour que dans les couloirs, qu'il n'y ait jamais de rencontre entre les personnes qu'on a vues. Ça veut dire qu'en réalité, on évolue vers une véritable mondialisation. J'ai dit ici, le concept de mondialisation prend toute sa dimension à travers ce que Nelson Mandela a fait faire, n'est-ce pas, à l'humanité. Je crois que c'est le plus gros héritage, permettre un concert des nations où des gens peuvent se concerter, où des gens peuvent échanger, c'est le plus important. Monsieur, on va sortir de l'émission en vous disant merci. La rédaction fait des grands gestes de ce côté. On n'a pas vu le temps passer. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Canal Presse, le prochain débat en tout cas, c'est dimanche prochain. Mais n'oubliez pas la rediffusion demain lundi après le magazine des sports Grand Stade et vos rendez-vous dominicaux, 20h30, ce sera l'arène, juste derrière la tribune de l'histoire de Anani Rabier et Bindi. Mesdames et messieurs, on vous dit merci de rester fidèles au programme de Canal International.